Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 21 février et à la une de cette édition, retour sur la grève générale qui a su mobiliser hier le public comme le privé. Ce matin, nous recevions le secrétaire départemental du SNUPP-FSU pour évoquer les suites du mouvement alors que le texte est actuellement entre les mains des parlementaires. Selon lui, le combat doit continuer, d'autant que les revendications dépassent la seule réforme des retraites. À ce titre, le syndicaliste relève des points positifs quant au dialogue qui s'est instauré avec le recteur Gilles Albou. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, les syndicats ont réussi à mobiliser de nouveau lors d'une énième manifestation contre la réforme des retraites. Et si le gouvernement compte bien aller jusqu'à la promulgation du texte, les syndicats se disent déterminés à se battre jusqu'au bout. C'est un dossier qui se gère au jour le jour. Ouais. Vous comprenez? Chacun est déterminé. Le gouvernement, tout comme les syndicats. Mais c'est un rapport de force. Et si le 49.3 passe, vous faites quoi? Eh bien, il y aura d'autres actions, ça ne s'est jamais arrêté. Je vous rappelle, il y a quelques années de cela, CPE. C'était même passé, validé au, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture. Promulgué, mais je sais pas quoi, ils ne l'ont pas utilisé. Donc le combat n'est pas fini, détrompez-vous. Si la réforme des retraites reste au cœur des revendications, hier nombreux étaient les manifestants à réclamer l'application du code de la sécurité sociale. Il y a eu une marche vers la caisse de sécurité sociale. Ouais, c'est des symboliques ça. Les collègues contractuels cotisent là-bas. Et nous demandons à ce qu'ils ne cotisent plus là-bas, ils soient dans le droit commun. Et comme les autres camarades de l'UDFO, de la CGT, de la CFDT Mayotte et tout ça, ils réclament l'alignement sur le droit commun immédiatement. C'est ce que nous souhaitons. D'accord? Et c'est ce que nous revendiquons. Donc on n'a pas eu gain de cause parce qu'on nous a encore renvoyé au calendrier grec qui paraît-il ça sera la convergence 2036. Nous n'y croyons pas. Il faut que cela se fasse. Et dès maintenant, il me semble que dans le rapport parlementaire récemment publié, il demande les députés Letchimy et Kamardine demandent aussi à ce qu'on bascule très rapidement dans le droit commun. Ils demandent une accélération. Tout à fait. Hier, les syndicats de l'éducation ont pu rencontrer à nouveau le recteur Gilles Albou. Le secrétaire départemental du SNUPP a d'ailleurs tenu à relever les points positifs, notamment en matière de dialogue social. Il y a des dossiers qui concernent effectivement la carrière et la situation des agents. Il y a quelques bougies qui restent à confirmer, qu'il soutient apparemment. Il y a des engagements qui peuvent être favorables, mais maintenant qui doivent être concrétisés, confirmés avec des échéances, avec tout ce qu'il faut. On poursuit le travail. Voilà, donc le dialogue, les travaux, nous continuons à mener avec le recteur et à mon avis, vraiment, ça se passe comme cela doit se passer. Un vrai dialogue. Il y a des oppositions, il y a des interrogations, il y a quelques avancées que, si cela s'avère, eh bien effectivement que nous saluerons. Mais en tout état de cause, dans le cadre global et général actuel, il y a des mobilisations, il y aura des mobilisations parce que nous n'avons pas encore totalement satisfaction. À une semaine des vacances scolaires, les syndicats savent qu'il sera compliqué de mobiliser dans les prochains jours. A noter qu'au niveau national, la prochaine mobilisation de grande ampleur est prévue le 30 mars prochain. Il reste donc un mois aux syndicats pour convaincre les manifestants. Et tout autre sujet maintenant, Mayotte sera représentée au Salon de l'Agriculture qui a débuté ce jour à Paris. En effet, l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte aura un stand afin notamment de présenter la vanille de Mayotte qui sera à l'honneur lors du concours général agricole. Avant cela, mercredi, une conférence sur la vanille s'est tenue au ministère des Outre-mer. En effet, les producteurs ultramarins pourraient s'unir afin de créer un coffret de vanille française. Un sujet signé Maurice Cessé, notre correspondant à Paris, et Leslie Vumenet. Le marché mondial de la vanille en 2020, les aides institutionnelles à destination de la filière ou encore la relance de la production en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Nouvelle-Calédonie. Autant de thèmes abordés lors des tables rondes de la conférence sur la vanille. Une délégation mahoraise était sur place alors que la filière est en cours
de relance localement. Là, on est en début de relance parce on relance la filière. Vanille, ça fait 2 ans, donc c'est vraiment une opportunité qu'on a notre présence ici pour voir comment souligner ma coordonnatrice Julie, comme quoi c'est important parce que c'est un lieu d'échange, de rencontres. C'est la première fois que ça a été organisé, donc notre présence ici, c'est très intéressant. Ce lieu d'échange permet aux différents acteurs de se rencontrer afin notamment de ne pas reproduire localement certaines erreurs. On rencontre à peu près, je pense, les mêmes problèmes quand on lance une filière. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont contourné les uns et les autres ces difficultés. Et puis après, nous, on adaptera à notre contexte local. Mais ça va nous permettre déjà de gagner du temps, parce qu'il y a des erreurs qui sont prévisibles ou des choses à anticiper qu'on peut discuter dès maintenant avec les autres. La conférence fut également l'occasion de prendre connaissance des différentes aides qui existent pour soutenir la filière vanille. J'attends avoir des idées le moyen pour développer, pour ce moyen financier, parce qu'il paraît qu'il y a une possibilité de financement, donc on va creuser un peu plus pour avoir ce moyen de financement pour pouvoir développer cette filière. Le salon de l'agriculture débute aujourd'hui et Mayotte sera représentée par l'association Saveurs et Senteurs. Quant à la vanille locale, elle sera présentée lors du concours général agricole. Éducation dans votre 19h. Depuis des années, syndicats et associations de parents d'élèves réclament l'intégration des langues maternelles dans les programmes scolaires. Hier, une journée internationale de la langue maternelle a eu lieu du côté de l'école maternelle Bambo Ouest. L'occasion de rappeler ce que peuvent apporter ces langues locales qui ont tendance à disparaître aux 4 coins du monde. Je vous propose d'écouter Oula Maladi lors de la matinale de Poésie. On constate aujourd'hui que ces 2 langues ne sont toujours pas introduites dans le système éducatif. Peut-être ça va évoluer donc avec le nouveau recteur qui a de nouvelles résolutions, mais c'est un travail collectif à faire. Ce qu'on introduirait avec l'enseignement de ces langues à l'école, c'est l'écriture et toutes les règles qu'il y a derrière. Et cette écriture développe des compétences particulières dont les enfants ont besoin pour continuer à évoluer dans les apprentissages, que ce soit pour le français, les autres langues ou les autres disciplines. Donc c'est tout à fait fondamental et cette introduction, en plus du caractère identitaire et patrimonial, va amener aussi un confort, une sécurité culturelle et linguistique aux enfants pour se sentir bien à l'école et se sentir chez eux, mais aussi pour les outiller cognitivement et qu'ils arrivent à mieux apprendre dans cet environnement. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Claire Cordier et Éric Binet, tous deux professeurs d'histoire-géographie et cofondateurs du club d'histoire. À leur côté, Tariq et Samina, ambassadeurs et ambassadrices de ce club d'histoire. Et ils sont là pour le projet Les Chemins de l'Europe. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va parler de ce projet. Dans un premier temps, j'aurais aimé avec vous parler du club histoire. Qu'est-ce que c'est? Et rappelons aussi votre collège, le collège Bouéni Mtiti, un Petite Terre. Alors, le club d'histoire, en fait, est une activité pédagogique périphérique. C'est un plus que nous apportons aux élèves et qui a pour but donc de renforcer un petit peu leurs connaissances sur le parcours citoyen, le parcours culture. Ils viennent avec nous pour apprendre l'histoire autrement, travailler différemment, tout en réintroduisant tous les apprentissages qu'ils voient en classe. Et ça en fait, ma foi, un lieu extrêmement convivial, où on essaye de faire ressortir les qualités de chacun dans le domaine de l'écriture, dans le domaine artistique, avec beaucoup de réflexions sur des sujets qui sont tout à fait contemporains, comme par exemple la construction européenne. Alors, je continue avec vous avant de donner la parole aux élèves. L'histoire, c'est vrai qu'on en parle relativement peu, mais c'est quelque chose de fondamental. Et on le dit, très souvent, l'histoire permet de comprendre le présent et d'appréhender l'avenir. C'est aussi ça que vous voulez inculquer aujourd'hui à ces élèves? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'important, c'est de faire en sorte que nous formions des jeunes qui soient plus tard des citoyens tout à fait capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent et puis d'apporter des réponses, des solutions à des problématiques où parfois on est obligé d'aller vers l'histoire pour essayer d'avancer un peu plus vers l'avenir, comme disait le philosophe Nietzsche. Je vais me tourner vers Samina. Parlons de ce projet, les Chemins de l'Europe. Qu'est-ce que c'est, les Chemins de l'Europe?
d'après moi, pour moi, grâce au chemin de l'Europe, nous pouvons apprendre ce qui s'est passé en Europe plus précisément, comme par exemple la bataille de Verdun, Valmy, tous ces trucs-là, nous pouvons l'apprendre grâce au chemin de l'Europe. La construction justement de l'Europe plus tard, qui deviendra cette Union européenne, c'est ça que vous apprenez? Ça vous passionne l'histoire? Oui, ça me passionne plus précisément, oui. Et plus précisément cette partie-là européenne, la construction de l'Europe, Mayotte est européenne. Oui. C'est ça qui vous a donné envie de vous... Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce club d'histoire, dans cette aventure et ce projet? Déjà l'héritage de la culture que mes parents m'ont apprise, et aussi d'apprendre plus sur l'Europe, plus que ce qu'on apprend en cours. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir de rentrer dans ce projet. Tariq, vous êtes élève de 3e. Parlez-nous un petit peu, vous, de vos motivations. Vous êtes un passionné d'histoire de base ou ce n'est pas forcément votre discipline, mais vous aviez envie de vous intégrer dans ce projet-là qui vous a plu quand on vous l'a présenté? Moi, personnellement, à la base, c'était juste une matière neutre qui me faisait pas grand-chose. Et après, quand on m'a parlé de ce club, je me suis dit... autant approfondir mes connaissances et découvrir de nouvelles choses avec ce club. Et donc, je me suis inscrit et j'ai vu que le club était bien, était convivial. Et du coup, après, je me suis dit, j'ai bien fait de faire ce choix et d'être entré dans un projet important et qui pourra m'apprendre beaucoup de choses. Alors, justement, revenons un peu sur ce projet. C'est quoi la finalité? Où est-ce que vous voulez aller avec ce projet dans les prochains mois, parce que vous allez avoir le brevet notamment cette année, donc c'est une année importante aussi pour vous. Où est-ce que va vous amener ce projet? Non seulement déjà là on participe à un concours, au concours national de la résistance et déportation, où on a fait des bandes dessinées et on va aussi faire un voyage sur lequel on va pouvoir aller à plusieurs endroits importants de l'histoire, comme par exemple Verdun, Valmy, la Rotonde. Et on va aussi aller au Parlement européen et on va pouvoir visiter ces lieux et apprendre des choses en étant là-bas. Alors je me tourne à nouveau vers votre professeur. C'est vrai qu'il y a des lieux symboliques en Europe, mais l'Europe finalement c'est une histoire de millénaires. Est-ce que vous vous êtes concentré sur plutôt l'histoire contemporaine, comme on l'appelle dans les études supérieures, ou alors vraiment vous avez très large, où on peut parler aussi effectivement de l'époque où la romaine, par exemple, l'époque antique. Faire l'histoire de l'Europe, c'est très vaste. Hein. Oui. Mais nous, on se concentre essentiellement sur la construction de l'Union européenne. Et ce qui nous intéresse cette année, c'est de travailler sur les valeurs, les idées qui ont fait cette Europe, à savoir l'idée de liberté, à savoir l'idée de paix, à savoir l'idée de démocratie, et de faire appréhender donc ce cheminement, par un voyage justement pédagogique autour de lieux de mémoire et d'histoire qui sont significatifs de cette construction. Par exemple, Valmy, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut développer le thème de la liberté. Ce sont les armées révolutionnaires qui veulent donner à l'ensemble des peuples de l'Europe les libertés qui ont été apportées par la révolution de 1789. Rotonde, c'est le lieu où sont signés 2 armistices qui montrent bien que les guerres sont des échecs finalement et qu'à partir de là, il y a eu une réflexion sur une paix possible entre tous les Européens. Visiter le camp du Struthof, c'est une réflexion sur la démocratie. Il ne faut pas oublier que ces camps de concentration étaient des lieux où on a enfermé la résistance européenne, des gens qui ont lutté contre les totalitarismes et qui ont été un véritable creuset œcuménique de l'idée européenne. L'Europe n'est pas arrivée comme ça. Il y a des gens qui ont réfléchi avant, pendant la guerre. Et finalement, le bout du chemin, c'est bien sûr c'est Strasbourg, c'est le Parlement, c'est la réalisation, c'est l'endroit où nos élèves peuvent rencontrer des députés européens, dont les députés de Mayotte, avec lesquels ils vont pouvoir questionner, poser des questions. Parce qu'en fait, Mayotte, c'est intéressant. Les gens savent qu'ils sont dans l'Europe, ils ne savent pas trop ce à quoi ça correspond. Nous sommes loin. Hein. Nous avons cette distance qui nous sépare de l'Europe, qui nous sépare... Justement, ça m'amène à une question. Aujourd'hui, il y a une forte remise en cause de l'Union européenne. Alors peut-être plutôt sous son aspect politique. Il y a une forte remise en cause et il y a
un manque d'appartenance qu'on dit parfois. C'est ce sentiment d'être européen, d'exister en tant qu'électeur, par exemple, européen aussi. On le voit lors des élections européennes, les taux sont très faibles de participation. Comment on inculque ça? C'est aussi ça l'objectif, inculquer ça, ces valeurs européennes pour que ces jeunes se sentent aussi européens? Déjà, de dire aux jeunes que depuis que nous avons construit l'Europe, on va dire le traité de Rome de 1957, les Européens ne se sont plus fait la guerre. C'est déjà une chose extrêmement importante. De leur dire qu'aujourd'hui, il y a un bien-être matériel qui est quand même lié à l'ouverture des frontières, à la permission de passage des marchandises et des hommes sans qu'il y ait de contraintes. Alors après, c'est vrai, comme vous dites, il y a un repli sur l'idée européenne en Europe. C'est vrai qu'il y a une désaffection pour pour les élections. Mais bon, soit parce que l'Europe n'est pas très bien expliquée, soit parce que l'Europe est rejetée telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que voilà, il y a encore des progrès à faire. La construction européenne n'est pas finie. La construction sociale de l'Europe n'est pas finie. La construction politique, pour ceux qui voudraient aller vers un fédéralisme, n'est pas terminée. Mais en tous les cas, nous avons quand même un devoir d'expliquer à nos jeunes pourquoi ils sont européens, d'où ça vient, et vers quoi on peut aller effectivement. Et de faire un voyage comme celui-là, je pense qu'ils vont revenir avec des idées beaucoup plus claires, et surtout être des ambassadeurs auprès des autres jeunes de ce qu'est l'Europe, leur expliquer un petit peu, nous, Mayotte, on est européens, voilà ce que ça nous apporte, voilà ce que ça pourrait nous apporter, et de mieux comprendre finalement le monde dans lequel ils évoluent. Je vais me tourner vers Tariq. Est-ce que vous vous sentez européen aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression d'être européen ou c'est quelque chose, vous avez envie de voir aussi ces grands lieux de l'Europe? Vous avez besoin de ça? Oui, parce que vu que nous ne sommes pas sur le continent en lui-même, je pense qu'on a besoin d'y aller pour vraiment se sentir européen, parce qu'en étant sur une île extraite en gros du continent européen, en fait, on peut pas se dire je suis européen sans avoir vu tout ce qu'être européen représente en fait. Du coup, je pense que ça permettrait de comprendre qu'est-ce que c'est d'être européen. Alors Samina, pour conclure, c'est un projet, mais un projet, souvent, ça coûte de l'argent. Vous avez besoin justement de l'aide des Mahorais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là ce soir? Oui, pour ce voyage, nous, le club, je parle au nom du club, nous avons besoin de vous, les Mahorais, si vous êtes intéressés, de donner de l'argent dans des dons comme le Litchi. La plateforme Litchi. La plateforme Litchi. Verser 1 euro, 2 euros, comme vous voulez. Ces dons nous seront vraiment bénéfiques pour faire ce voyage et rencontrer des lieux, comme on vous a expliqué et dit au départ. Ce serait vraiment Combien d'élèves vont partir avec vous? Vous êtes combien en tout? En tout, nous sommes 20. D'accord. Plus les professeurs. Un dernier mot pour conclure? Oui, un dernier mot. De vous dire qu'à l'occasion de ce voyage, notamment au moment de la visite du champ de bataille de Verdun, nous avons prévu une cérémonie du souvenir. Nous irons nous recueillir pour déposer une gerbe de fleurs sur les tombeaux des soldats mahorais qui sont tombés à cette occasion en 1916. On en a répertorié quelques-uns, on en a retrouvé 5. Et je crois que c'est leur rendre un bel hommage, de montrer que finalement, cette envie de communauté de destin entre le continent européen et puis notre île de Mayotte, c'est une histoire qui est longue déjà. Mayotte, l'Europe, c'est aussi construite avec l'île de Mayotte qui en fait partie intégrante. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on continuera à suivre ce projet et on est tout cœur avec vous pour qu'il aboutisse. Merci beaucoup. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les demandes de subventions au conseil départemental ou encore le schéma d'aménagement régional. Au montage, Leslie Jumenet.
Ce jeudi 20 février 2020 s'est tenu le comité technique relatif au schéma d'aménagement régional, le SAR, dans l'hémicycle Younoussa Bamana, en présence de Madame Vesture, conseillère d'État pour le SAR en visite sur le territoire. Selon le département, cette rencontre a réuni plusieurs partenaires socio-économiques. Le conseil départemental était représenté par 2 élus, Nomani Ousseni, en charge de l'élaboration du SAR, et Bichara Boiri-Payet, conseillère départementale de Dembéni. Ce moment d'échange et de réflexion stratégique sur l'élaboration du SAR a eu lieu afin que celui-ci puisse être approuvé par le Conseil d'État. À cet effet, plusieurs propositions ont été envisagées, telles que l'intégration des politiques sectorielles via le plan global de transport et de déplacement, le développement d'une bipolarité, notamment les dessertes lagonaires, voyageurs et fret, ou encore un rééquilibrage de l'aménagement de l'ensemble du territoire. Le conseil départemental poursuit sa démarche de dématérialisation des demandes de subventions directement sur le portail en ligne opérationnel depuis décembre 2019 sur le site internet www.cd976.fr. Du 17 février au 27 mars 2020 à minuit, les porteurs de projets sont invités à effectuer leurs demandes de subventions dans les 8 domaines d'intervention qui s'affichent. 2 appels à projets concernant la protection de l'enfance et le conseil cadial sont consultables et téléchargeables sur le site internet du département dans la rubrique Subventions. Par ailleurs, le département a décidé la réouverture exceptionnelle des 4 premiers téléservices du 17 février au 6 mars 2020, jeunesse et sport, aide aux communes, agriculture, pêche et aquaculture, solidarité et sociale. Ce délai supplémentaire est accordé aux porteurs de projets qui n'ont pas pu effectuer leur demande de subvention. Au-delà du 6 mars, il sera définitivement impossible de déposer des demandes de subvention dans ces 4 domaines. Depuis début janvier dernier, le conseil départemental de Mayotte possède un bureau de la coopération décentralisée à Tananarive, tenu par Henri Bedja. Ce 20 février, ce bureau a été officiellement inauguré en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, de l'ambassadeur de France à Madagascar, du conseiller diplomatique du préfet de Mayotte, de l'ambassadeur délégué de la zone de l'océan Indien, des députés Mahorais Mansour Kamardine et Ramlati Ali, du sénateur Hassani Abdallah, de représentants de la mairie de la capitale malgache. Le 6e vice-président du conseil départemental, Mohamed Sidi, entouré de Ahmed Atoumani Douchina, a rappelé le souhait du président Ramadani lors de ses vœux que Mayotte soit au rendez-vous avec sa région, évoquant toute la stratégie d'ouverture de l'île sur son environnement. De son côté, le ministre Le Drian, dont la présence marquait l'importance du moment, a salué cette diplomatie des territoires qui illustre bien Mayotte, rappelant que la France était fière de ses territoires d'outre-mer et était pleinement mobilisée aux côtés de Mayotte. Et on termine cette édition avec de l'éducation toujours et le forum des étudiants qui s'est tenu hier et aujourd'hui au collège de Kwalé, co-organisé par le Rotary Club de Mamoudzou et l'établissement. Cet événement permet aux jeunes de 4e et 3e de découvrir les entreprises de l'île. L'occasion pour eux d'échanger avec les employés et les patrons d'entreprises privées et publiques mahoraises, de découvrir de nouveaux métiers ou d'en apprendre plus sur le métier qu'ils souhaitent faire. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Petit à petit, le forum des étudiants du collège de Kwalé prend de l'ampleur. Parti de 2 stands sur la place du marché, aujourd'hui c'est près de 50 entreprises qui font le déplacement et plus de 1000 élèves qui viennent à leur rencontre. Une édition du forum des étudiants qui monte en gamme par rapport à celle de l'année dernière. Cette édition en fait est beaucoup plus ambitieuse que les autres. La première avait commencé sur les parvis du comité de tourisme avec juste 2 tentes. Et petit à petit l'événement a pris de l'ampleur. Donc cette année c'est sur 2 jours avec beaucoup plus d'entreprises. Et surtout il y a 10 établissements scolaires. L'année dernière en comparaison il n'y en avait que 4. Et nous espérons que chaque année, cet événement deviendra de plus en plus gros pour apporter le maximum de conseils aux élèves. Parce que le but, il est bien là, c'est qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir et qu'ils aient vraiment une idée des métiers qu'ils pourront exercer dans le futur. En effet, les élèves de 4e et 3e vont pouvoir aller à la rencontre et discuter avec les différentes entreprises sur place. Des entreprises qui représentent la diversité de métiers présents sur l'île. Sur les 2 jours, on a environ 50 entreprises présentes. Il y en avait 42 hier sur le planning. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui. On sait que c'est compliqué pour les entreprises de se libérer pendant 2 jours consécutifs compte tenu des impératifs du fonctionnement de l'économie et du fonctionnement des structures. Mais néanmoins, on est très content de cette présence. Et on a l'ensemble des lycées de l'île, à 1 ou 2 exceptions près, qui tiennent un stand pour conseiller nos collégiens sur leurs orientations futures. En termes d'élèves, on a tous les élèves de 4e et de 3e du collège qui participent, donc ça fait déjà 700 élèves, et auxquels on va rajouter environ 350 à 400 élèves venus de toute l'île.
En effet, quasiment tous les lycées et collèges de Lille se sont mobilisés pour assurer le succès de ce forum. Un forum qui a toutes ses chances de se voir renouvelé l'année prochaine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quizy.